Alors, le point de départ de ce livre, en fait, il est lié à une personne qui est présente ici dans la salle ce soir, qui est scénariste et qui s'appelle Coralie Lemanvant et qui est là et que je tiens à remercier parce qu'en fait, sans elle, ce livre n'existerait pas. Il se trouve donc que moi, je suis comédienne, je suis également scénariste et je suis aussi psychanalyste gestalt thérapeute. Et il y a quelques années, Coralie m'a demandé si je pouvais créer une formation destinée aux scénaristes pour les aider à mieux concevoir, mieux comprendre la psychologie des personnages. Et c'est comme ça, en fait, qu'est née Série sur le divan. L'idée étant de visiter nos contrées psychiques à travers des personnages de séries télé et de films, parce que je vais vous donner 1 ou 2 exemples de films. Mais voilà. Et donc ce livre, il est à la fois destiné aux auteurs, mais pas que aux auteurs, également à tout le monde, parce que c'est une façon un petit peu amusante d'aller visiter ce qui se passe dans l'arrière-cuisine de notre esprit. Alors, pourquoi est-ce que les séries sont aussi fascinantes ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons, en fait. La première raison, elle est évidemment cathartique, c'est parce qu'elle met en scène des personnages qui incarnent d'une certaine façon je dirais à la fois toutes les différentes parts de nous-mêmes, c'est-à-dire nos parts aussi pulsionnelles, nos parts exactement, nos parts d'ombre et de lumière, mais aussi parce que il y a quelque chose qui se joue de particulier en fait dans les séries télé, c'est qu'il y a l'idée d'une récurrence, puisqu'en fait, chaque semaine ou pendant 10, 12, 24 épisodes, en fait, on va retrouver les mêmes personnages. Et c'est un petit peu comme si on retrouvait des amis, d'une certaine façon, qui viennent nous rendre visite, ou plutôt à qui on va rendre visite de manière régulière. Et à travers ces personnages-là, et à travers cette récurrence, en fait, il y a une espèce d'intimité qui se crée avec les personnages, et ceux-ci viennent nous parler au fond de nous. En fait, ce qu'il y a de très intéressant quand on est psychanalyste, et je sais qu'il y a des amis dans la salle qui sont psychanalystes et thérapeutes, c'est que en fait les gens viennent nous voir et ils viennent nous raconter leur histoire, un petit peu comme s'ils étaient les héros de cette histoire. Et c'est pas toujours simple d'accueillir ces histoires particulières, et en même temps, je crois qu'il y a une nécessité juste à les écouter. Et puis, les personnages dont on va parler et dont je parle en fait dans le livre, eux-mêmes ont des histoires. Or, je me suis rendu compte, moi, parce que je suis également gestalt thérapeute, donc je vais vous expliquer un tout petit peu ce que c'est, qu'il y a quelque chose de commun entre ce qu'on appelle le cycle de contact en gestalt thérapie et la création d'une histoire. Alors, pour faire plus simple, je vais vous faire un petit schéma. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Oups. Alors ça ressemble, alors pour mes amis gestaltistes, j'imagine que ça leur parle, c'est le cycle de contact en gestalt thérapie. Alors ce cycle de contact, en fait, il y a ce qu'on appelle le pré-contact. Ça va vous parler parce que c'est exactement ce qu'on est en train de vivre ensemble, en fait. Là, on est en train de vivre un cycle de contact ensemble. Donc là, je dirais qu'on est à peu près ici dans le cycle, puisque vous êtes arrivés avant et vous étiez dans votre pré-contact, et puis vous vous demandiez peut-être comment ça allait être cette soirée, enfin sans trop y réfléchir. Et puis là, maintenant, nous sommes dans le moment de partage. À un moment donné, il y a une acmé dans ce moment de partage, qui est ce qu'on appelle le plein contact. Et puis ensuite, il y a la phase de retrait, d'assimilation et de retrait. Ok. En fait, ce cycle-là, on le vit en permanence, tout le temps.
vous et moi. Le cycle de contact, en fait, si je prends un exemple très simple, lorsqu'on est, on vient au monde, on grandit, on arrive à la maturité, puis on sait qu'à un moment donné, ça va péricliter, et puis que finalement, on va mourir. D'accord? Donc ça, c'est des très grands cycles. Ok? Et puis on vit des tas de petits cycles comme celui que j'ai évoqué juste avant. Ça, c'est quand tout se passe bien. Or, dans une histoire, c'est un peu la même chose. Hop, hop. Le pré-contact et l'aller vers, le début de l'histoire, ça correspond à l'acte 1 de votre histoire, pour les scénaristes qui sont là. Ensuite, il y a la deuxième partie, c'est l'acte 2, ça va être l'acte des péripéties. En fait, à un moment donné, il arrive quelque chose au personnage principal et ça va le précipiter dans l'action, et là, il va devoir faire face à plein de choses. Ok? Ça, c'est le plein contact. Et puis ensuite, il va y avoir l'acte 3 de l'histoire, qui va être une espèce de résolution du problème qui a été posé à l'acte 1. D'accord? Ça va, vous me suivez? Ok. Ce cycle-là, on le vit en permanence, et les personnages le vivent aussi. Ça, c'est quand tout se passe bien. Ok? Sauf que vous et moi, et toi aussi, Béatrice, nous avons tous fait l'expérience d'interruption de contact. Alors, l'idée de ça, c'est que, en fait, dans le fond, chacun d'entre nous a envie de rencontrer l'autre, en fait, de ce qui se passe à l'endroit du plein contact. Que l'on soit un spectateur d'une histoire, on a envie de vivre une histoire pleinement, mais que ce soit une rencontre entre deux personnes, si vous voulez. Si on reprend, je ne vais pas vous faire vraiment le dessin, mais vous pourriez tout à fait imaginer ce qui se passe dans la relation sexuelle, par exemple, dans l'idée du désir. Ça, c'est quand tout se passe bien. Sauf que, vous et moi, vous avez fait des expériences de rupture de contact. Donc, je vais vous donner un petit exemple de ce que ça peut faire, et je vais vous expliquer après ce que ça génère. Alors, imaginons un petit garçon. Je vais l'appeler Paul. D'accord? Il a 6 ans, Paul, et puis, aujourd'hui, à l'école, il a rencontré Julien, et c'est devenu son meilleur copain. Et il est super content. D'accord? Et il rentre à la maison et il veut raconter à sa maman comment ça a été trop bien de rencontrer Julien. Donc il rentre, il est super content, il est dans son pré-contact et dans son aller vers, et en fait, il aimerait bien arriver là et raconter, partager avec sa maman son histoire. Ok? Donc il est super enthousiaste. Sauf que, au moment où il arrive, en fait, sa maman, elle est en train de s'occuper de Lola. Lola, c'est sa petite sœur, et Lola, elle est malade, elle a de la fièvre, etc., etc. Et donc, il va vouloir lui raconter, et sa maman va lui dire, écoute, j'ai pas le temps, il faut que je m'occupe de Lola, etc. Ok? Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de Julien, là? Il voulait vivre son cycle complet. Sauf que d'un coup, ça l'arrête, et ça l'arrête net. Ok? À l'intérieur de lui, ça fait un truc pas très agréable. Ça fait comme une petite blessure, une mini-blessure. Ok? C'est pas grave. Julien, il a un papa, il a un grand frère et tout. Il repart avec son aller vers et il va pour aller à nouveau vers son plein contact. Il va aller raconter à son papa son histoire de sa rencontre avec son meilleur copain, etc. Ok? Donc, il va voir papa. Sauf que papa, il est en train de régler des problèmes administratifs ou du travail. Enfin bref, papa, il n'a pas le temps. Ok? À l'intérieur de Julien, ça fait bouh, crac, 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 crac. C'est pas très, très, très agréable. C'est pas grave, allez, il va aller voir son grand frère. Sauf que le grand frère, il a autre chose à faire, il est avec sa petite amie. Franchement, le petit frère qui vient lui casser les pieds, c'est pas le moment. Ok? Donc, il y a eu 3 ruptures dans le cycle. Ok? On peut imaginer que à ce moment-là, en fait, ça va à peu près bien. Sauf que Lola, la sœur de Julien, elle a une maladie chronique, voire une maladie grave, comme la mucoviscidose, par exemple. Et donc, à chaque fois que Julien, il a envie d'aller raconter quelque chose de positif qui lui arrive, personne n'écoute. Ok? C'est pas la faute des parents, c'est pas forcément la faute de l'entourage, etc. Sauf que lui, il comprend que à chaque fois que ça va bien, et qu'il a envie de raconter quelque chose, il y a personne pour l'écouter. On saute, on est 20 ans plus tard. Ok? Julien, il est dans son job, il est journaliste, tout va bien. Et puis il y a une jeune femme qu'il trouve plutôt mignonne à la rédaction. Ok?
il aurait bien envie de partager son aller vers et de lui dire qu'il la trouve vachement séduisante, etc. Sauf qu'il a compris qu'à chaque fois qu'il a quelque chose de positif dans sa vie, en fait, il vaut mieux s'arrêter avant parce qu'il n'y aura personne pour l'écouter. Ok? Donc, en fait, il va s'arrêter lui-même avant d'aller voir la jeune femme. Ok? Et donc, il va mettre en place ce qu'on appelle une résistance, un mécanisme de défense. Il va arrêter son mouvement. Ok? Et cet arrêt du mouvement, en fait, ça va venir créer ce qu'on appelle la névrose. Et en fait, c'est ce que nous tous nous faisons. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on veut tous aller au bout du contact, sauf que parfois on s'arrête. Alors des mécanismes de défense, il y en a plein, vous les retrouverez dans le livre si ça vous intéresse. Et en fait, le truc c'est que Julien, lui, il a sa problématique, mais Manon, la fille à la rédaction, elle a la même chose. Alors ça se situe pas forcément au même endroit, donc vous voyez bien que ça crée 2-3 petits problèmes de communication. Petite parenthèse pour mes collègues qui sont psy. En réalité, en Gestalt, on ne va pas venir parler directement de névrose, de psychose, etc. Mais moi, je fais un truc un peu intégratif. C'est-à-dire que comme je parle de personnages qui sont fictifs, je m'autorise à visiter la psychanalyse, la Gestalt-thérapie, la thérapie existentielle. Allons-y, tout y passe. L'idée étant de créer de bonnes histoires. Et pour qu'il y ait de bonnes histoires, il faut qu'il y ait du conflit. Donc, plus vos personnages seront névrosés, tordus, complexes, etc., mieux c'est, parce que plus ils vont être intéressants et plus ils vont être cathartiques, finalement, pour le spectateur. Et c'est pour ça qu'ils nous fascinent tant, en fait, d'une certaine façon. Je vais vous passer la bande-annonce d'Aladin, vous allez comprendre tout de suite, pour comprendre la différence entre le névrosé, le psychotique et le pervers, qui est un état limite. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, dans les films où il y a des gentils, des méchants et tout ça, on a souvent en fait ce distinguo entre le névrosé et le pervers. Souvent, on a des bons pervers. Et donc, je vais vous laisser regarder la bande-annonce et puis vous allez voir comment ça se manifeste. Alors, donc, si je reprends mon explication, en fait, c'est quoi la névrose, la psychose et les états limites? Ce sont des structures psychopathologiques. Ok? Donc, c'est vraiment l'idée qu'il y a des structures de psychique qui existent. Alors moi, je crois profondément, en réalité, que nous avons tous à l'intérieur de nous, à la fois un nœud psychotique, névrotique et limite. Je pense qu'on a tout ça à l'intérieur de nous, quoi qu'il en soit. Si je reprends l'idée du névrosé, je vais vous faire un petit schéma. Ok? Donc imaginons que ça c'est Aladin, d'accord? Dans la névrose, en fait, il y a la rencontre avec une altérité et il y a une prise en considération, en fait, d'un principe de réalité, c'est que l'autre est l'autre et il m'appartient pas. D'accord, j'aimerais bien par moment, hein, j'aimerais bien fusionner quand même avec l'autre, ce serait vachement bien, mais bon, je comprends quand même qu'il m'appartient pas tout à fait, et surtout, j'ai conscience d'un réel qui est commun. Ok, ça c'est la névrose. Donc, comme j'ai vécu de la fusion, comme tout le monde, hein, dans le ventre de maman, eh bien, j'en rêve encore un petit peu, mais je sais que c'est pas possible. Ok, dans cet espace-là où il y a moi et l'autre, il y a la possibilité de l'amour. Ok, grande question du névrosé. Ok, le névrosé est vraiment traversé par cette question-là, de la reconnaissance, de l'amour, de l'autre et tout ça. Aladin, il voit Jasmine et paf, waouh, elle est trop belle, etc. Il aimerait bien l'avoir pour lui et en même temps, il est traversé par des questions de culpabilité, c'est-à-dire qu'en fait, il comprend bien qu'il peut pas l'avoir que pour lui et que c'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que il est traversé aussi par la question du respect. D'accord? Ça, c'est quand on est névrosé. Ok? Alors, vraiment, je simplifie hein, au maximum. Ok? Et donc, il y a un rapport au réel qui est un rapport au réel commun avec de l'espace. Dans la psychose, eh ben, tout ça est un peu morcelé, en fait, c'est un peu le bordel. D'accord? Et il y a une difficulté à se penser de manière individuée. Ok?
Donc, à votre avis, qui est le psychotique ici? Le génie, ok? Le génie, il vit dans la lampe. Il peut pas vivre tout seul. Ok? Donc il faut qu'on frotte la lampe, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre pour faire exister le génie. Et d'ailleurs, dans sa façon de se déplacer, de bouger, de chanter, de parler, etc., c'est un peu morcelé, quoi. C'est un peu le bordel. Ok? Donc le génie, lui, c'est le psychotique. D'accord? Et puis on a un autre personnage important qui est Jafar, tout à fait, et qui lui est état limite. Alors l'état limite, c'est intéressant parce que il est entre les deux, entre la névrose, si vous voulez, et la psychose. Il est ici, à la limite. Et il a en général un problème avec la limite, comme son nom l'indique. Donc il a un problème avec sa toute-puissance. Et surtout, alors il a conscience quand même qu'il y a un autre, mais il sait pas très bien où ça s'arrête, la frontière entre lui et l'autre. Hein, c'est pas très clair. Et surtout, l'autre, surtout quand il est pervers, en fait, l'autre, il va être là au service de sa faille narcissique, de sa problématique, de son ego. Ici, c'est Jafar, et il veut le pouvoir, parce que à l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui est tellement vide qu'il n'y a aucune place pour l'amour. Ok, ça va? Donc, c'est très intéressant quand on crée des histoires, d'avoir des personnages, en fait, qui sont ou là, voire qui décompensent, qui pètent un peu les plombs, et qui vont visiter, en fait, leur nœud psychotique ou leur problématique limite. Et surtout, ça permet, en fait, de créer du conflit, et comme je le disais tout à l'heure, le conflit, c'est ce qui est à la base de toutes les bonnes histoires. Pour quelle raison? Eh bien, parce que vous, comme moi, depuis que nous sommes nés, nous vivons du conflit. Je vous rappelle que la première expérience que nous avons faite dans la vie, c'est une expérience conflictuelle, puisque arriver au monde, c'est faire l'expérience de la séparation. D'accord? Donc, en fait, quand les histoires viennent nous faire vivre du conflit, ça nous permet, en fait, de revisiter un peu ce trauma originel qui est celui de l'expérience de la séparation. Et bien, les personnes qui vont avoir plutôt une tendance psychotique ou plutôt une tendance limite, elles ont vraiment du mal avec cette notion de séparation, et donc ça crée une danse, et ça fait évidemment que les personnages se retrouvent confrontés face à tout ça, entre questions d'amour, de pouvoir, de respect, etc., etc. En fait, je pense qu'on a besoin de se raconter des histoires pour essayer de comprendre qui on est, et c'est pour ça que depuis la nuit des temps, l'homme se raconte en fait des histoires et se les répète, parce que ça a une fonction évidemment cathartique, au sens où quand je vois ce qui arrive aux autres, ou bien je pourrais vouloir faire comme eux, ou au contraire surtout ne pas faire comme eux. C'est ce qu'on avait dans la tragédie grecque, etc. Et c'est tout ce qui se passe autour d'une notion qui est extrêmement importante quand on crée une histoire, qui est la notion de passage à l'acte. En fait, pour que j'ai presque envie de dire, je ne sais pas si les psys qui sont là dans la salle sont d'accord avec moi, mais nous, ce qu'on va essayer d'élaborer en fait avec nos patients, c'est d'éviter le passage à l'acte, c'est-à-dire d'essayer de prendre en considération en fait nos émotions, de pouvoir les réfléchir pour éviter justement qu'il y ait un passage à l'acte, et surtout un passage à l'acte agressif. C'est exactement le contraire qu'il faut faire quand on est scénariste. Exactement le contraire, c'est-à-dire qu'il faut vraiment envisager que les personnages passent à l'acte en fait, parce que c'est ça qui va créer de la dramaturgie, puisque la dramaturgie en fait c'est la mise en action, et pas en élaboration intellectuelle et de pensée, etc. Non, il faut que les personnages, ils nous fassent rentrer en fait dans l'action. Je ne sais pas si tout le monde a vu Thelma et Louise. J'ai la bande-annonce là. Alors, ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est qu'on a les deux héroïnes, en fait, sont a priori plutôt deux névrosées, une hystérique et une obsessionnelle. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que sinon vous allez mourir, mais il y a pas mal d'explications dans le livre et de manière un petit peu ludique à travers d'autres exemples, et surtout des exemples de personnages de séries télé comme dans Desperate Housewives par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces deux femmes en fait, elles se retrouvent à passer à l'acte parce qu'il y a ce qu'on appelle un retour du refoulé en fait, c'est-à-dire qu'il y a un trauma en fait qui revient à la surface, et si on n'avait pas de passage à l'acte dans le film, en fait, on n'aurait pas de film.
Donc en fait, il nous faut du passage à l'acte, c'est extrêmement important pour créer des histoires. Pour moi, l'idée d'élaborer, c'est le fait d'être en capacité de réfléchir sur ce qui se passe à l'intérieur de soi, et donc de pouvoir à un moment donné sortir de ce qu'on pourrait appeler d'une certaine façon, le déni ou le refoulement, c'est-à-dire de pouvoir faire émerger à la conscience, finalement c'est tout un travail d'appréhension de sa propre histoire, pour pouvoir la penser, la réfléchir, enfin l'accueillir émotionnellement, puis ensuite la penser et la réfléchir. Donc je crois vraiment que c'est ça qui se passe dans l'intimité d'un cabinet de psychothérapie. Après, pour ce qui est des personnages, eux, ils élaborent pas forcément, mais l'auteur, lui, par contre, il doit élaborer en amont pour que l'histoire, elle fonctionne, en fait. J'ai envie de dire que quelqu'un qui a envie de raconter une histoire, en fait, c'est parce que cette histoire, elle le traverse, elle l'émeut, elle le touche, et en même temps, il sait pas forcément comment ça va se mettre en place. Donc, en fait, il va découvrir avec les personnages qui vont finalement l'amener eux aussi à un questionnement particulier. C'est-à-dire que c'est vraiment une espèce de mouvement un peu bizarre entre soi et son propre imaginaire. C'est vraiment cette question-là qui se met en place, et ça se met en place à la fois sur un plan émotionnel, j'ai presque envie de dire affectif, et d'ailleurs, je sais pas pour les auteurs qui sont là, mais moi, même quand je crée des histoires, alors il faudrait aimer tous nos personnages. Je sais pas si on y arrive. Il y a des personnages qu'on aime moins que d'autres, ou qui nous fascinent plus que d'autres. Et c'est évidemment parce qu'ils parlent finalement des différentes parts de nous. Et si je reprends un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la névrose, la psychose, la question limite, évidemment là c'est très catégorisé, mais je crois vraiment qu'à l'intérieur de nous, il y a tout ça en fait. Il y a toutes ces parts à l'intérieur de nous. Ce qui va créer l'identité, c'est la capacité à pouvoir rassembler d'une certaine façon, mais on peut aller visiter tout ça, et finalement les personnages sont des émanations, j'ai envie de dire, un petit peu des auteurs, un petit peu comme les personnages d'un rêve en fait. Quand on rêve, je sais pas s'il y a des gens parmi vous qui sont déjà allés en thérapie, mais en fait les personnages des rêves, ils viennent symboliser des parts de nous, en fait, des parts différentes de nous. C'est-à-dire qu'on est finalement tous les personnages du rêve. Bah, c'est un peu la même chose pour les personnages d'une histoire, donc pour des personnages de série, comme pour des personnages de films. Et c'est aussi pour ça que le spectateur, en fait, il va s'intéresser à plein de personnages. Je crois que les histoires et je crois que les séries nous touchent, nous fascinent, parce qu'en fait, elles viennent nous questionner sur qui nous sommes, mais de manière extrêmement ludique, en fait. Le livre, il est constitué de 2 parties. Il y a une première partie que j'ai envie de dire qui est un peu théorique d'une certaine façon, où je reprends un petit peu ces éléments structurels, ce que je disais tout à l'heure sur le cycle de contact, où je suis allée un petit peu vite, évidemment, et puis aussi les étapes du développement de la personnalité, puisqu'en réalité, en fait, quand on vient au monde, un petit peu comme le génie, on fonctionne pas tout seul, donc il va falloir apprendre, hein. C'est pour ça que je dis que je crois profondément qu'on a un nœud psychotique chacun à l'intérieur de nous, et puis que on va petit à petit se développer et rencontrer l'autre et comprendre qu'il y a de la distance, etc. Donc ça, c'est toute la première partie du livre, et je donne des exemples, évidemment, de films et de séries. Et puis la deuxième partie du livre, alors là c'est carrément plus ludique en fait, puisque je mets sur le divan vraiment les personnages de séries en question. Donc il y en a plein, des très différents. Ça passe de Desperate Housewives à Game of Thrones. Donc là on a des Dr House. Donc on a des personnages qui sont parfois bien cinglés quand même, enfin bien narcissiques, et puis ça peut être aussi
des personnages drôles comme Bohort dans Kaamelott, dont on va visiter un petit peu la phobie. Et alors pour les personnages état limite, je me suis carrément amusée, c'est-à-dire que j'ai imaginé en fait qu'ils venaient vraiment dans mon cabinet, mais comme s'ils me parlaient quoi. Donc l'idée c'était pas tellement forcément de reprendre exactement qui ils sont. Évidemment, bien entendu que je m'inspire de ça dans les séries, mais c'est comment ils pourraient agir avec moi aussi. Et par exemple, pour un personnage comme Tokyo, je ne sais pas si vous avez vu La Casa de Papel, mais ah oui, là c'est formidable. Et je peux peut-être juste avant qu'on finisse vous passer juste la bande-annonce de cette série pour que vous voyez en effet en quoi c'est complètement état limite, parce que d'une certaine façon, on est vraiment à la question de la frontière, de la limite, de la problématique de la loi. C'est carrément le sujet en fait de la série. Et qui est là. Alors pourquoi je dis aussi que c'est très état limite? Alors le personnage moi que je traite beaucoup, c'est Tokyo, c'est la jeune femme en fait qui nous raconte un petit peu cette histoire, mais je trouve que le professeur est pas mal parce que là à la fin de la bande-annonce, en fait, il nous dit vous ne pouvez pas sortir vivant de ce casse, mais moi, hein, quel ego, je vais vous permettre de vous en sortir vivant. Ça, c'est bien la toute-puissance d'une problématique limite, en fait, qui est à l'œuvre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on n'est pas face à un personnage pervers comme on l'était chez Jafar. On est vraiment face à des personnages qui ont des problématiques limites, mais qui viennent nous toucher parce qu'en fait, ils se croient plus grands. En fait, ils sont porteurs d'une cause, et c'est ça aussi qui vient nous animer d'une certaine façon. Il y a quelque chose de presque un peu philosophique, en fait, dans la série, et c'est ça d'une certaine manière qui vient nous faire vibrer, nous toucher d'une certaine façon. Ils sont tous quand même, ils ont tous quand même un petit problème avec la loi. Hein. Je dois dire que là, et avec le principe de réalité, hein, quand même, on peut se dire qu'ils vont transgresser en fait. Mais c'est ça aussi qui est intéressant dans les films et dans les séries, c'est qu'en fait, on va venir titiller toute la question de la transgression, toute la question du rapport à l'autre et à la loi. Et c'est pour ça que ça nous fascine et c'est pour ça qu'on y revient, parce qu'on a besoin de comprendre en fait, nous en tant qu'humains, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Et derrière son écran, c'est beaucoup plus safe en fait, c'est beaucoup plus sécure. Et donc d'une certaine façon, on peut laisser libre cours à ça. Et j'ai envie de dire, les auteurs, les scénaristes, ils laissent libre cours à ça, mais aussi pareil, en écrivant leurs histoires, et finalement, ils subliment, ce qui est pas mal, c'est-à-dire qu'ils subliment leurs pulsions en faisant, je dirais peut-être, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'art, mais en tout cas, au moins de l'artisanat, quoi. Ça, c'est sûr. Non, moi j'ai envie de dire, il faut se faire confiance, peut-être d'abord, parce qu'en fait tout ça c'est de la théorie, bien sûr, et je pense que c'est utile, mais j'ai envie de dire, en fait, si on a vraiment envie de raconter une histoire, c'est que ça vient parler de nous, en fait. Donc j'aurais plutôt envie de te dire de s'appuyer en fait sur ce qui nous traverse et ce qui revient de manière régulière. Alors c'est peut-être un peu sur la névrose en fait de l'auteur et d'y revenir, mais de se laisser la liberté de la forme. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser les outils de psychopathologie, en fait, pour pouvoir s'appuyer et pas faire des choses qui fonctionnent pas. C'est un exemple que je donne, en fait, dans le livre. Je sais pas si vous avez regardé la série Dexter, mais dans Dexter, en fait, le personnage de Debra, qui est la sœur de Dexter. Donc, Dexter est un tueur en série et il a une sœur qui est flic et qui nous est présentée au début de la série vraiment comme une pure hystérique. Vous verrez dans le livre, mais en gros, elle travaille au Meurs, elle est habillée en prostituée au début de la série, et elle est tellement traversée par la question de la séduction et de l'amour, mais c'est vraiment, ça déborde de partout. Ok ? Et ça nous est vendu pendant pas mal de temps, en fait. Le spectateur, lui, il n'est pas conscient de ce truc de l'hystérie. Mais par contre, il est conscient de ce qui nous est vendu, en fait, de cette catégorie de personnes. Et puis, d'un coup, excusez-moi, je spoil, au bout de plusieurs saisons, en fait, elle découvre
que son frère est un tueur en série, et c'est à peu près OK pour elle, ce qui est pas du tout crédible, vu ce qu'on nous a planté en fait au départ comme personnage hystérique. Et d'un coup, en fait, elle vire de l'hystérie à la perversion d'une certaine façon. Elle devient perverse et finalement, elle va chercher à défendre son frère et tout ça. Moi, personnellement, je n'y crois pas. J'y crois pas à ce mouvement-là chez le personnage. Il y a quelque chose qui ne marche pas parce que ça nous a pas été bien vendu, en tout cas avant. On n'a pas vu de petites choses perverses apparaître. On a vu des choses manipulatoires, évidemment, elle est hystérique. Mais on n'a pas vu ça. Et donc là, ça marche pas. En revanche, s'ils avaient tiré le fil de l'hystérie, mon Dieu, mais ils auraient pu faire quelque chose de génial avec elle. Ils auraient pu faire une Ophélie. Elle aurait pu basculer, en fait, complètement dans la folie, dans la mélancolie, en fait, du personnage, en découvrant, en fait, que ce frère qu'elle adore, qu'elle adule, en plus, il y a quelque chose d'assez incestuel dans leur rapport, eh bien, si à un moment donné, en fait, on avait creusé vraiment sa névrose hystérique, on aurait pu trouver quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus puissant, où lui aurait pu, d'une certaine façon, aller au bout de sa perversité, peut-être, et sa sœur, dans un accès de folie, aurait pu l'accuser. Enfin, on ne sait pas trop, d'ailleurs, ça aurait pu être un accès d'hystérie, mais pas forcément de folie, l'accuser d'être un meurtrier, etc., et lui, il la fait renfermer. Et là, il y a quelque chose qui marche pas dans la façon dont c'est fait. Enfin, en fait, on quitte la série. Alors, pas que pour ça, hein, mais parce que au spectateur, on lui a vendu des choses, et puis finalement, en fait, on les tient pas pour des tas de raisons scénaristiques. Comme vous tous ici, comme moi, en fait, vous avez l'habitude des gens. On n'a pas besoin forcément d'avoir les catégories, mais on sent en fait les gens comment, à quoi ils correspondent un peu plus. Et bien, d'un coup, en fait, on n'achète plus l'histoire. Et donc, pour les auteurs, moi, je conseillerais d'abord de partir de soi, puis ensuite, une fois que c'est bien, qu'il y a quelque chose qui se dessine, là, de s'en mettre aux structures et de se dire, ok, mon personnage, il est où en fait? Il est plus comme ça, plus comme ça, plus comme ça. Voilà, ce qui marche très bien avec un personnage, par exemple, comme Walter White, dont on voit la bascule, hein, pour ceux qui ont vu Breaking Bad. En fait, c'est un personnage qui bascule, mais en fait, il est déjà très très pervers dès le départ. C'est juste qu'il est frustré, en fait. Donc, et ça, c'est très intéressant. Et là, ça fonctionne. Là, ça fonctionne parce qu'en fait, on a dans le cycle de Contact, c'est un personnage qui a rétréfléchi, qui s'est arrêté dans son mouvement pendant très 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 longtemps, et à l'aune d'un trauma, qui est l'annonce de sa maladie, ça part complètement, et là, ça devient crédible. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est au cœur de l'histoire, j'ai envie de dire, après, il faut faire confiance à ces personnages, et pas vouloir de l'extérieur, un peu comme le psy. Hein, je dirais que nous, les psys, en fait, ceux qui font la thérapie, c'est pas les psys, hein, c'est les patients. C'est les patients, en fait, qui font la grosse majorité du travail. Nous, on est juste là pour accompagner. Si le psy veut pour son patient, ça risque d'être problématique, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on est là pour être dans le mouvement. C'est une espèce de maïeutique, en fait. Hein. C'est vraiment un accompagnement. Et ben, j'ai envie de dire, l'auteur, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il faut qu'il sente quelque chose, et puis à un moment donné, il faut qu'il fasse confiance à son personnage et qu'il vienne pas, en tant qu'auteur, dire c'est comme ça. Mais il va céder, de la même manière que le psy va céder, des structures en fait psychopatho, parce que ça va lui permettre de poser entre guillemets un diagnostic sur son personnage. Et une fois qu'il a posé le diagnostic, il se dit ouais, ça je peux faire, ça je peux pas faire. Voilà comment en fait je vais accompagner le mouvement. Oh ben je pense que quand même Walter White il est pas mal. Hein. Là, je dois dire que en termes de passage à l'acte, franchement, il nous donne à voir. On pourrait croire que c'est un névrosé moyen, extrêmement frustré avec sa femme, etc. Alors après, ce que je trouve intéressant avec lui par rapport à d'autres séries où on serait sur des tueurs. Je veux dire où on va accompagner des tueurs en série. Je pense à Mindhunter par exemple. Ou pourquoi Walter White? Ben parce que en fait, on a l'impression qu'il est comme nous. Donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ça vient nous chercher à l'endroit de là où nous on pourrait basculer.
Et en même temps, d'un point de vue psychopathologique, si on regarde le premier épisode de la série, enfin, cette série est vraiment géniale parce que tout est planté en même temps pour qu'il y ait ce passage à l'acte. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est tellement frustré. Et si on reprend en fait le cycle de Contact, on est dans une rétroflexion massive en fait. C'est un personnage qui se contient, et donc il va devoir exploser. C'est comme ça qu'il va pouvoir donner à voir toute son ampleur, mais c'est aussi parce qu'il est dans ce mouvement entre Eros et Thanatos, mais de manière extrêmement perverse. C'est-à-dire qu'il faut qu'il en arrive à apprendre qu'il va mourir de manière imminente, en fait, pour que toute sa pulsion de vie ressurgisse, mais elle va ressurgir dans un passage à l'acte et une dénégation, en fait, non seulement de la réalité, mais en plus de la loi. C'est-à-dire qu'il va tout transgresser et de manière très perverse, puisqu'il va utiliser pour ça, et en plus tous les noms sont géniaux, il s'appelle Walter White, et il va utiliser Jesse Pinkman, l'homme rose, l'homme bonbon, l'homme gentil, qui est un vrai borderline, pour le coup, mais qui est pas pervers, lui, et qui, en fait, va se laisser complètement happer par ce personnage-là, et c'est une série sur le passage à l'acte, en fait. Donc, voilà, moi, je dirais peut-être ça. Oui, Breaking Bad. Ben voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir été extrêmement attentif. Donc, il reste quelques livres, si vous voulez que en acheter et que je vous les dédicace. Et puis voilà. Et puis je crois qu'il y a un petit verre à côté. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup et merci à toi, Béatrice.